Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, nous y voilà appelés à examiner le projet de loi de finances pour 2024 en séance après son rejet en Commission des Finances la semaine dernière. Et c'est bien du rejet de ce texte que je vais vous parler. Le budget qui nous est présenté est le plus austéritaire que notre pays n'ait jamais connu. C'est la première fois que le budget de l'État baisse en valeur. Il s'agit d'une austérité historique. En tenant compte de l'inflation prévue en 2024, cela correspond à un repli réel de 3,5% des dépenses publiques. À l'heure où d'immenses défis climatiques, géopolitiques, économiques et sociaux se dressent devant nous, une telle contraction de la dépense et de l'investissement public est irresponsable. Elle risque de mener le pays aux pires difficultés et d'accroître encore un peu plus la précarité et l'appauvrissement général des Françaises et des Français. 9 millions de personnes sont déjà aujourd'hui en situation de privation matérielle et sociale. Cela représente 14% de la population, soit le niveau le plus élevé jamais atteint par cet indicateur depuis que l'INSEE le calcule. Un Français sur 6 ne mange pas à sa faim et doit sauter des repas selon le rapport du Crédoc publié en mai 2023. L'inflation fait des ravages sans précédent et les salaires ne suivent pas. Cette inflation ne vient pourtant pas de nulle part. En ce qui concerne les produits alimentaires, elle s'explique à plus de 70% par l'augmentation des marges des entreprises du secteur. En se refusant à agir contre l'avidité sans limite des actionnaires, le pouvoir exécutif a abandonné les Françaises et les Français à l'arbitraire du marché. Le gouvernement a donc une responsabilité immense dans cette situation. En multipliant les petits chèques temporaires qui ont fini dans les poches des industriels et en continuant sa folle politique de l'offre, plutôt que de prendre des mesures structurelles contre la hausse des prix. L'exécutif a laissé filer l'inflation tout en dégradant les finances publiques. Cette politique est un échec et nous le disons depuis plus d'1 an. Arrivé en bout de course, enfermé dans un entêtement absurde, l'exécutif ne donne plus qu'un objectif, redresser les comptes publics par une austérité mortifère. Pourtant, les solutions existent pour mettre fin à la spirale infernale de la précarité et de l'exclusion dans laquelle tant de nos compatriotes sont plongés. Depuis plus d'1 an, nous défendons de nombreuses propositions auxquelles ce gouvernement et la minorité parlementaire répondent avec mépris. Nous avons proposé un blocage des prix financé par les marges des distributeurs. Vous avez préféré demander et encore demander un geste de leur part qui ne viendra jamais. Nous avons rappelé sans cesse l'importance des services publics dans la lutte contre la pauvreté. Vous les laissez s'effondrer. Nous avons mis en avant des mécanismes pour protéger nos compatriotes des dysfonctionnements manifestes du marché avec, par exemple, la gratuité pour les premiers mètres cubes d'eau ou l'extension des tarifs réglementés de l'énergie, vous l'avez balayé. Si au moins vous aviez appris de vos erreurs, mais non. Ce budget austéritaire est dans la continuité de la politique menée ces dernières années. Vous persistez à foncer tête baissée, guidé par votre seule boussole austéritaire à mesure que le mur se rapproche inexorablement. Ce budget découle des objectifs absurdes de réduction à marche forcée du déficit inscrit dans la loi de programmation des finances publiques que nous avons rejeté par 2 fois avant que vous ne l'imposiez par un 49.3. Mais est-ce donc là le seul projet que vous avez pour le pays? L'austérité comme seul avenir? Quel est l'intérêt de comptes à l'équilibre si ceux-ci doivent engendrer le déclassement du pays et l'enfoncement dans la misère pour les plus modestes? En ce qui concerne les recettes de l'État, puisque c'est l'objet de cette première partie du PLF, là non plus, vous ne prenez pas la mesure de la catastrophe en cours. Au contraire, votre projet se contente de pérenniser et d'approfondir tout ce qui n'a pas fonctionné depuis 6 ans. Car que trouve-t-on dans ce PLF? De nouvelles baisses d'impôts pour les entreprises. La suppression graduelle des 50% restants de la CVAE est un non-sens absolu, alors que les aides publiques aux entreprises représentent déjà 205 milliards d'euros par an, dont plus de 80% sous forme de niches fiscales et d'exonération de cotisations sociales. Si ces aides étaient comptabilisées comme telles, elles représenteraient tout simplement le premier budget de l'État. Pour quel résultat? Des multinationales qui se gavent d'argent public pour maintenir leur rentabilité et engraisser leurs actionnaires. Alors vous vous abriterez sans doute derrière vos trop belles statistiques du chômage et les créations d'emplois pour réfuter l'argument. Le vrai combat contre la pauvreté, c'est le combat pour le plein emploi, nous disait il y a quelques semaines Monsieur le ministre des Comptes publics. Mais que faites-vous des 2 millions de travailleurs pauvres que compte notre pays? Monsieur le ministre, vos tableaux Excel ne peuvent masquer la réalité de ce qu'est devenu le monde du travail. Les radiations à Pôle emploi explosent, les postes créés sont plus précaires que jamais. Le travail perd de son sens, les corps souffrent, les morts au travail continuent de s'égrener dans l'indifférence générale et le découragement gagne les chômeurs de longue durée qui n'apparaissent donc plus dans vos statistiques.
Au final, le nombre d'inscrits à Pôle emploi baisse, mais le halo du chômage et de la précarité n'a jamais concerné autant de nos compatriotes. Les milliards déversés sur les entreprises sont donc une impasse. Pourtant, c'est dans cette voie que vous continuez, avec la fin programmée de la CVAE. Cette politique de l'offre permet d'ailleurs de masquer l'austérité qui s'abat sur les services publics. Après mon intervention, les ministres se défendront sans doute en affirmant que ce budget est loin d'être austéritaire. En effet, dans votre vision néolibérale, l'austérité, ce n'est pas pour tout le monde. Enfermé dans la croyance que seules les entreprises créent de la richesse, l'État se met à leur service et dépense des milliards au nom de la compétitivité et de l'attractivité. Les entreprises sont choyées pendant que les services publics sont abandonnés et que les citoyennes et les citoyens s'enfoncent dans la pauvreté. Mais permettez-moi de vous rappeler une simple réalité, à vous qui utilisez l'expression « valeur travail » jusqu'à en abuser. C'est le travail humain qui produit les richesses. Dit autrement, ce sont les travailleuses et les travailleurs qui produisent les richesses sur lesquelles les entreprises font leur marge et pas l'inverse. Ce sont les travailleuses et les travailleurs qui font vivre ce pays. En favorisant les entreprises au détriment des salaires et des conditions de travail, vous n'aboutirez qu'à l'appauvrissement de la nation. Avec ce budget austéritaire, vous continuez donc à demander des efforts aux Françaises et aux Français, mais pas à tous. Vous persistez dans votre opposition à la taxation des superprofits. Et toucher à la fiscalité des plus riches est un piège à la con, je cite, pour le président de la République. Preuve que la justice fiscale n'est pas une priorité à vos yeux. Vous nous expliquez parfois que 10% des ménages pèsent 75% de l'impôt sur les revenus. Cela démontrerait, selon vous, que les riches sont déjà fortement taxés. Mais cette statistique dit en réalité tout l'inverse. Elle témoigne simplement de l'extrême concentration des revenus dans les mains d'une poignée d'individus, les plus modestes n'étant soumis à l'impôt sur le revenu. Quant au réel niveau de la taxation des plus aisés, l'étude de l'IPP publiée au printemps dernier est implacable. Les milliardaires français ne payent que 2% d'impôt sur le revenu, ce qui fait dire à l'économiste Gabriel Zucman que la France est devenue un paradis fiscal pour les milliardaires. Quant à la lutte contre l'évasion fiscale, malgré un plan fraude annoncé en grande pompe avant l'été, les mesures sont loin d'être à la hauteur des enjeux. Cette cause devrait être prioritaire et à ce titre massivement investie en moyens humains, matériels et financiers. Oui, cette cause devrait être prioritaire au regard des possibilités colossales de recettes qu'elle porte en elle et au regard aussi des valeurs de justice et de cohésion sociale qu'elle porte. Plus que jamais, votre politique fiscale est faite pour les riches au détriment de l'intérêt général. Alors que le rapport Pisani-Mahfouz appelle à taxer le patrimoine des plus aisés pour financer la bifurcation écologique, vous écartez cette idée sans débat. Le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, la BCE même appellent à faire participer plus fortement les grandes fortunes au financement des politiques publiques pour plus de justice fiscale. Cette contribution, même temporaire, même modérée, même circonscrite, vous n'en voulez pas. Qu'attendez-vous pour réaliser votre erreur? Que la France ait atteint le niveau d'inégalité d'une république bananière ou qu'une poignée d'oligarques vit dans le luxe pendant que le peuple fait la queue devant les banques alimentaires débordées? À certains égards, nous y sommes déjà. Le cri d'alerte des Restos du Cœur devrait vous interpeller. Celui des dizaines de milliers d'étudiants qui galèrent à se nourrir aussi. Ainsi, les plus riches ne seront pas mis à contribution pour financer l'immense chantier de la bifurcation écologique. Mais c'est après tout parfaitement compréhensible quand on voit le peu d'ambition que vous avez en la matière. Le rapport Pisani-Mahfouz que j'évoquais estime à 34 milliards par an les besoins d'investissement pour respecter les accords de Paris. Qu'est-il prévu dans le PLF? 7 milliards. Dont la moitié était déjà prévue dans les trajectoires des finances publiques. On se retrouve finalement avec un effort budgétaire d'à peine plus de 3 milliards, soit 10 fois moins que ce qui est nécessaire. Monsieur le ministre des Comptes publics, votre prédécesseur évoquait avant le remaniement de cet été un budget du désendettement vert, une expression presque orwellienne tant elle confine à l'absurde. La trentaine de milliards qu'il manque aujourd'hui pour la planification écologique va retarder l'adaptation de notre pays au dérèglement climatique. Ces effets vont s'accentuer et s'aggraver, rendant l'adaptation encore plus difficile et coûteuse dans les années à venir. Et il faudra bien passer à la caisse un jour, car avec le climat, on ne négocie pas, on n'esquive pas. C'est la dette climatique de pays que vous allez creuser par votre inaction. Cette dette-là, on ne la rembourse pas.
Qu'attendez-vous pour agir face à la crise climatique? Les besoins sont immenses et ils sont connus. Dans la transition énergétique, le développement des transports en commun, l'isolation des logements, les changements de pratiques agricoles. On sait ce qu'il faut faire, mais cela nécessiterait un peu de courage politique. Il suffirait de dire « oui, nous nous rangeons aux conclusions des scientifiques qui nous adjurent de changer rapidement toutes nos manières de produire et de consommer ». Et pour cela, il faut changer de paradigme. Il faut redistribuer les richesses et limiter l'accumulation capitaliste, car le mode de vie des 1% les plus riches n'est tout simplement plus compatible avec la perpétuation de la vie humaine sur cette planète. Mais ce courage politique, vous ne l'avez pas. Il existe une dernière raison qui nous conduit à proposer le rejet préalable de ce texte en séance. Je fais évidemment là référence à la façon dont vous nous l'imposez. Car on le sait déjà depuis un moment, personne au gouvernement ne s'en cache. Après le passage en force sur la loi de programmation des finances publiques, vous ouvrez le bal à un chapelet de 49.3 à venir. Le prochain peut être ce soir, demain, quand bon vous semblera. Cet usage autoritaire de la Constitution est inacceptable et nous refusons de nous y habituer. Mais ce très prochain 49.3, au-dessus de nos têtes, que signifie-t-il avant tout? Un aveu de faiblesse, un aveu d'échec. Car avec mes collègues commissaires aux finances, nous avons débattu, amendé le projet gouvernemental tout au long de la semaine passée. Durant nos débats, nous avons adopté 105 amendements. 15 d'entre eux constituent des recettes supplémentaires pour les finances publiques. Vous cherchez des sous, en voici. Nous avons voté pour l'impôt universel ciblé qui permet de continuer à soumettre les évadés fiscaux à l'impôt français. Nous avons adopté une taxe exceptionnelle sur les superdividendes pour que les profiteurs de crise participent au redressement de la nation. Nous avons réduit l'avantage fiscal dont bénéficient les plateformes de location meublée avant de lutter contre la crise du logement. Et il y aurait tant d'autres exemples à citer, de l'imposition des programmes de rachat d'actions, à l'augmentation de la taxe sur les transactions financières à hauteur de 10 milliards d'euros, en passant par une indexation différenciée des tranches de l'impôt sur le revenu afin d'en renforcer la progressivité. Oui, toutes ces mesures, nous les avons adoptées en commission des finances. Elles font rentrer des sous dans les caisses de l'État tout en participant à améliorer la justice fiscale. Elles peuvent donc contribuer à répondre aux besoins des Françaises et des Français. Mais avec votre 49.3 imminent et notre expérience de l'année passée, nous n'avons aucune garantie que ces mesures soient reprises et figurent finalement au budget 2024. Nous avons même la garantie du contraire. Il faut dire que vos gages de respect de la démocratie brillent par leur absence depuis cette mandature. Déjà 12 49.3, bientôt le 13e, une réforme des retraites violemment imposée à toute la population française malgré son opposition massive, sans parler de la répression sans cesse accrue de tous les mouvements sociaux, de toutes les oppositions. Voilà ce que signifie aussi le rejet de votre projet de loi de finances aujourd'hui. Le rejet d'une austérité imposée par autorité. Vous devez entendre ce que signifie ce refus. Non, il n'est pas possible en République d'outrepasser ainsi l'avis des représentants du peuple. Non, il n'est pas tolérable de faire fi de l'urgence climatique et de proposer un budget qui fait l'impasse sur la bifurcation écologique. Et non, la République ne peut pas être un régime servant les intérêts de quelques-uns. La République doit être au service de l'intérêt général et porter une attention toute particulière aux plus petits, aux plus modestes. Ce projet du budget n'est pas à la hauteur des plus élémentaires devoirs qu'une grande nation s'oblige à avoir à l'attention de ses membres. C'est pourquoi je nous invite, chers collègues, à rejeter le projet du gouvernement et que messieurs les ministres me comprennent bien. Nous serons prêts à discuter sincèrement de votre budget le jour où celui-ci contiendra des réponses à la hauteur et aux défis de notre temps. Je vous remercie.